Bonsoir à tous. L'équipe du Grand Rendez-vous est en place. Elle vous remercie déjà même de votre attention. Au menu ce soir, comme profil invité, nous aurons un phytothérapeute et 2 chefs d'entreprise, 2 dames bien évidemment, une en développement entrepreneurial et l'autre dans le domaine du numérique. On va les retrouver juste derrière, bien sûr, la météo. Ce sera à travers les 3 plateaux à venir. Le grand rendez-vous ce soir colle à l'actualité de la communauté internationale. C'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Ce grand rendez-vous, nous allons chercher à savoir en réalité ce que fait ou ce que propose en fait la phytothérapie dans le traitement de cette maladie. Parlons bien sûr de la drépanocytose. Nous serons avec 2 dames aujourd'hui, 2 dames qui sont chefs d'entreprise. La première, avec elle, nous parlerons bien sûr de femmes et entrepreneuriat et surtout comment est-ce qu'il faut amener les femmes à prendre confiance en elles-mêmes en étant chefs d'entreprise. Également, on parlera de Community Business Manager. C'est un profil qui est en forte demande aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et c'est une dame qui viendra bien sûr nous parler de ce métier. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et de retrouver tout à l'heure à 19h45 Estelle Pazou pour la grande édition du journal. Elle est déjà là, présente Estelle, bonsoir. Bonsoir Assio, bonsoir à toutes et à tous. Jolie robe ce soir, permettez-moi de vous le dire, avant de vous demander les titres de ce grand rendez-vous, je dirais les titres de 19h45. Merci Assio, les personnes du 3e âge, on en parle encore aujourd'hui et on s'intéresse à leurs conditions de vie au Bénin. La 2e conférence internationale des ministres de la Santé et d'éthique sur la sécurité en Afrique se tient actuellement à Cotonou. Des participants se prononcent sur les évacuations sanitaires au moyen d'éthique. Et puis, le Bénin et la Chine sont dans la dynamique de nouveaux échanges culturels, dynamique matérialisée par une semaine d'exposition au Centre culturel chinois. Tous les détails sont à suivre à 19h45. Merci déjà pour ces informations glanées ici et là par la rédaction. On va vous retrouver tout à l'heure à 19h45, Estelle Pazou, pour le détail de ces sujets annoncés. Alors, le grand rendez-vous, je vous l'avais annoncé, 3 plateaux aujourd'hui. On ouvre le tout premier, c'est bien sûr nature et bien-être. Le monde entier
pense aujourd'hui aux personnes qui sont atteintes de la drépanocytose. Alors, c'est quoi en fait cette maladie et que fait la phytothérapie? Parlant bien sûr de la prise en charge du traitement de cette maladie et nous parlerons bien sûr de la phytothérapie béninoise, bien évidemment. Alors, nous allons tout de suite suivre ce reportage signé bien sûr Rekiat, qui nous parle de la drépanocytose. Regardez. J'ai mal partout. Prince et Lucienne souffrent de la drépanocytose, maladie génétique la plus répandue au monde, mais inconnue d'un bon nombre. Pourtant, elle touche plus de 5 millions de personnes, selon l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Sa manifestation varie d'un individu à un autre. J'ai les maux de tête, les maux de ventre. Et les jambes aussi me font du mal. Quand je regarde mes camarades, je vois que mes camarades se sentent bien plus que moi. J'ai mal au doigt et mes mains me font mal. Lui, s'il est en crise, il a vraiment très très mal au ventre. Et il réclame à ce qu'on lui presse même le ventre. Et il demande même à ses soeurs de monter sur son ventre pour lui permettre d'avoir un peu plus de soulagement. Les drépanocytaires ont un quotidien difficile, parfois hors norme. Mais ce n'est pas tout. La prise en charge de cette maladie incurable est onéreuse. Le produit que j'administre à mon enfant, ça me coûte au minimum 25 000 francs par mois. Si je rate, je fais des frais plus que ça. À l'hôpital, s'il est en crise, parfois je dépense jusqu'à 80 000, 96 000. À l'hôpital, chaque fois, il faut prévoir un minimum de 30 000 francs d'ordonnance par enfant. J'ai dû recourir à la tradithérapie qui me soulage un peu. Dans ce quotidien si sombre, certaines ONG viennent en appui aux familles des malades. C'est le cas de la Fondation Arnaud Biaou. C'est une de mes petites sœurs qui est restée en France. À la naissance de son enfant, après 1 an, on a constaté qu'il doit souffrir de la drépanocytose. Alors, ils ont essayé de faire des traitements, mais en fin de compte, il en est mort. Alors, pour immortaliser la mémoire de ce fils, la maman a créé cette association-là pour pouvoir aider ceux qui en souffrent. Si on pouvait avoir un petit dispensaire là, avoir notre médecin qui pourra voir les patients et savoir à quel niveau à peu près le mal est et comment les soigner. Demander à l'État de nous aider financièrement pour acheter des produits et de pouvoir canaliser ces patients-là. Outre la promptitude de traitement, la prévention à travers les tests prénuptiaux confirmant la compatibilité sanguine reste une condition sine qua non. Mieux vaut prévenir que guérir. Merci Ketoura Boko et Roch Akoinou pour ce reportage. En plateau, on retrouve Symphorien Adanho, qui est le secrétaire général de l'ANAPRAMAB. Bonsoir. Oui, Adanho, c'est ça. C'est Ho. Adanho, ah d'accord. Et nous, je dois compter Adanho. Ah, d'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir nous entretenir sur cette maladie et surtout ce que fait la phytothérapie, ce que propose la phytothérapie béninoise en matière de traitement de la drépanocytose au Bénin. Bonsoir, heureuse d'annoncer. Bonsoir, Sion Gaba. Alors, il est question aujourd'hui d'aller dans les pas de la phytothérapie béninoise dans ses recherches liées à la drépanocytose. Bien sûr, on a pu suivre ce reportage face auquel on est tous restés, je dirais... Je suis très touchée. Franchement, très touchée. Bon, là, elle l'a dit à la fin, il vaut mieux prévenir que guérir, mais lorsque le mal est là, déjà, que faire? Lorsqu'on prend la phytothérapie, qu'est-ce qu'il propose comme solution? On va voir le secrétaire général de l'ANAPRAMAB pour avoir les informations. Mais déjà, Monsieur Adanho, dites-nous décidément. Adanho, voilà. Ok. Voilà. Monsieur Adanho, on va y arriver. Monsieur Adanho, dites-nous, comment
comprenez-vous, vous, la drépanocytose? La drépanocytose, c'est une maladie des hématocytes falciformes. C'est-à-dire, c'est une maladie grave, une maladie du sang, disons des globules rouges, génétiques, héréditaires, répandue en Afrique et dans le pourtour de la Méditerranée. C'est dû à une hémoglobine anormale. C'est dû à une hémoglobine anormale. Bon, la caractéristique, c'est j'ai parlé tantôt de l'hémoglobine anormale. Bon, l'hémoglobine est stockée par les globules rouges. Le rôle de l'hémoglobine, en réalité, c'est quoi? C'est de fixer et de transporter l'oxygène. Mais, à un moment donné, ce rôle que le Seigneur leur a dévolu n'est plus possible. Possible par rapport à un certain nombre de facteurs. Dans ce schéma, nous avons également les hémoglobines normales, qui est appelée hémoglobine A. L'hémoglobine normale est appelée hémoglobine A. La normale, dans certaines races, nous avons S, nous avons C, nous avons E, nous avons D. Mais pour pouvoir détecter tout ça là, il faut passer par la phase des analyses, l'électrophorèse. Et l'électrophorèse a révélé aujourd'hui qu'à un moment donné, les enfants ou les personnes atteintes de cette maladie-là, le pourcentage, ça quitte 40%, 60%, 70%, voire même 100%. Même 100%. Et là, vous allez remarquer qu'il y a des personnes il y a certaines personnes que nous appelons homozygotes. Les homozygotes, là, c'est les personnes qui ont SS. Et les hétérozygotes, c'est des personnes qui ont AS. Maintenant, de toutes ces formes-là, laquelle est grave? C'est l'homozygote, SS. C'est dangereux, c'est grave. C'est dangereux. Et c'est grave. Mais comment expliquer ce qui se passe dans le corps de ces enfants? On a eu les enfants qui ont parlé, ils ont mal dans le ventre, ils ont mal au niveau des articulations. Comment expliquer cela? Ils demandent même à ce que les gens les piétinent pratiquement. Oui, de mettre des briques sur eux. C'est surtout au niveau des articulations. Cette maladie-là, c'est surtout au niveau des articulations. Bon, ce qui se passe en réalité, c'est quoi? Vous devez comprendre ceci, que les globules rouges contenant une hémoglobine anormale perdent leur élasticité. Première chose. Deuxième chose, du coup, ces globules-là deviennent rigides et ne peuvent plus passer, facilement. Cela est dû à quoi? À des circonstances. Cela est dû également à des maladies. Bon, mais ce qui se passe en réalité, il ne peut plus passer facilement dans les vaisseaux et les capillaires sanguins. Il s'agglutine. Le passage n'est plus possible. Et quand le passage n'est plus possible, l'enfant ou la personne atteinte commence par avoir des douleurs. Mais c'est dû également à leurs conditions de vie, d'hygiène, à leurs conditions alimentaires. C'est capital. Donc quand le drépanocytaire s'alimente mal, il aura très souvent ces crises répétées de douleurs et tout. Et les parents seront impuissants. Mais alors que fait en fait la phytothérapie en matière de traitement? Les recherches et tout. Les recherches. Bon, du point de vue médecine conventionnelle, rien n'a sous la dent. Sinon, ce ne serait que des palliatifs. Il n'y a pas encore eu de médicaments, je dirais, pour guérir de la drépanocytose. Pas pour guérir, même pour soulager, c'est avec difficulté. Les médecins aussi se cherchent. Mais au niveau il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure que ça lui coûte au moins 25 000 francs. S'il n'achète pas ce médicament, c'est que l'enfant répète les crises. En fait. J'ai mis l'accent tantôt sur l'alimentation de l'enfant. Okay. Il y a des choses que l'enfant doit éviter. Et puis, les parents aussi doivent suivre l'enfant. Pourquoi? L'enfant qui a ce problème, la plupart du temps, ils ont problème de palu. Il faut que l'enfant soit déparasité constamment. Et puis son alimentation doit rimer avec son corps. Donc quand tout ça est réuni, les médicaments qu'il utilise peuvent avoir leur effet. Les crises diminuent progressivement. Okay. Mais si on ne suit pas, et puis vous savez, on est en fraîcheur, elles ont souvent ces difficultés-là. L'enfant qui continue à prendre de la glace
permanemment, qui est drépanocytaire, qui continue à prendre de la glace, mais il ne va pas s'en sortir. La viande également ne va pas s'en sortir. Parlons de ces recherches-là que vous menez au niveau de la phytothérapie. Est-ce qu'il y a des médicaments, bon, vous avez dit ici des phytomédicaments, des phytomédicaments, voilà, qui n'ont pas, qui arrivent à atténuer un peu, vu qu'on on nous dit qu'on ne peut pas en guérir, mais on peut soulager les douleurs. Bon, il y a un médecin, professeur de son état, je préfère taire son nom, qui a, dans les années 80, a quand même fait sortir un produit. Bon, les gens utilisaient, et même à l'extérieur, les gens l'utilisent encore. C'est à base de Fagara, ce que nous appelons dans notre jargon, Redo. Ok. Redo. Le Redo. Ou Rema. Vous voulez parler du professeur Fagla? Je parle du professeur Fagla, mais voilà. j'ai sous-entendu son nom. Non, bon, tout le monde le connaît. Hein. Le VK 500. Voilà. VK 500. Donc, et puis, ce n'est pas fini. Il y a les Caranthus, là, variété couleur blanche. Les Caranthus. Oui. Bonjour, bonsoir. Oui. Fleur blanche, là. On appelle ça bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir. Il y a deux. Il y a l'autre qui est la couleur violette et l'autre qui est la couleur blanche. Ce qu'on met dans les écoles la plupart du temps, par terre de fleurs et choses là. Oui. C'est un produit important pour le drépanocytaire. Ce qui est blanc. Oui, ce qui est blanc. Blanche. Oui. C'est la fleur ou c'est complètement les feuilles et les racines. Vous pouvez utiliser rien que les feuilles, vous pouvez utiliser également les racines. C'est comment l'utiliser en décoction. En décoction. En décoction. Mais par contre, Fagara, vous pouvez faire ça en décoction. Vous pouvez prendre les racines et mettre ça vous allez sécher à l'ombre. Sécher à l'ombre. Pendant au moins 3 jours, vous réduisez en poudre. Et l'enfant, dans l'alimentation de l'enfant, vous pouvez mettre, quand c'est un petit, vous pouvez mettre demi-cuillerée à café. Ou même le quart d'une cuillerée à café. Je vais peut-être nous proposer de ne pas trop aller dans ces détails-là pour que les populations ne commencent pas à devenir des phytothérapeutes chez eux à la maison, mais dire s'il y a de ces plantes-là, comme vous avez commencé par en citer, dans notre pays, voilà. N'oublions pas également la carotte. Oui. La carotte. Il faut beaucoup manger. Il faut beaucoup manger la carotte, parce que ça leur permet de se retrouver progressivement. Donc, voilà un peu, parce que ça contient la vitamine B, la vitamine B2, la vitamine A et puis la vitamine C également. Ce dont le drépanocytaire a besoin. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a déjà des phytomédicaments qui existent comme des médicaments conventionnels qui existent comme ça et qui traitent à part ceux du professeur Fagla dont vous aviez parlé? Oui, il y en a dans la sous-région, il y a beaucoup de... Par exemple, au Burkina, je sais qu'il y a un produit comme ça, même au Togo, je sais qu'il y a également un produit comme ça qui se trouve dans les pharmacies. Mais chez nous, nous utilisons la plus grande pharmacie. C'est laquelle? La pharmacie de la nature. Ok, les plantes. Voilà. Dans la nature. Oui. Et ceux qui sont malades, ceux qui ont ce problème-là, ils viennent vers nous. Bon, nous leur apportons notre contribution. En partant de la pharmacie de la nature. En partant des plantes. Donc, il n'y a rien de préfet. Vous allez instantanément, vous leur faites les tisanes Oui, mais ceux qui veulent. Ceux qui veulent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que nous soyons également dans les pharmacies conventionnelles. Nos produits, les produits de la phytothérapie. La phytothérapie. Oui. Donc, on n'en guérit pas, mais vous pouvez atténuer les douleurs. Non, on va atténuer complètement les douleurs. Mais les parents ont un rôle important à jouer dans l'alimentation de ces enfants-là. L'alimentation doit accompagner le traitement médicamenteux. L'alimentation doit accompagner. Et puis, il y a des choses, il ne faut pas gaver les enfants à tout moment. Comment vous appelez? Yaourt? C'est yaourt que vous appelez? Oui, yaourt. Ce n'est pas bien. Mais la viande en permanence, ce n'est pas bien non plus. Que ce soit la viande blanche, que ce soit la viande rouge, ce n'est pas bien non plus. Prendre la glace. La glace. Pour un drépanocytaire. Alors, vous dites d'arrêter de donner du yaourt? Non, je ne dis pas d'arrêter. Je ne suis pas à l'extrême. Mais c'est aux parents, c'est eux qui investissent, c'est eux qui dépensent. C'est à eux d'avoir un regard sur la santé de leurs enfants. Et l'autre aspect du problème, pour parler de tout ça là, les jeunes aujourd'hui doivent réfléchir. Avant de se mettre en couple là, il faut faire les analyses électrophorèses, il faut faire ça. Pour comprendre votre état. Mais on ferme les yeux, on s'y jette, on dit « c'est dangereux ».
Maintenant, les biomémodènes, bon, il faut la prise en charge. Et est-ce que la phytothérapie a vraiment prouvé ses preuves, prouvé son efficacité dans le traitement de cette maladie-là? Moi, ça me fait marrer un peu. Si nous-mêmes, nous continuons à douter de l'efficacité de nos plantes, ça veut dire que ce n'est pas l'étranger qui viendra travailler à notre place. Ça, les grandes nations qui sont développées aujourd'hui, qu'on dit, bon, pays développés, la Chine, il y a un certain nombre de pays tout autour de lui, mais c'est à partir de leur patrimoine. Notre patrimoine, c'est la grande pharmacie de la nature. C'est ça. Et de là, nous pouvons gagner beaucoup de choses. En tout cas, il y a lieu également que vous travaillez un peu dans votre corporation pour essayer d'établir ce climat de confiance entre les populations et les phytothérapeutes. Non, nous y attelons. Nous y attelons parce que d'ici à là, bon, enfin, je ne vais pas dévoiler, mais d'ici à là, il y a des actions qui seront menées, non seulement en complicité avec nos pairs, mais également avec la population. Avec la population. Oui, pour qu'ils identifient les produits qui sont susceptibles. Oui, allez-y. Qui sont susceptibles alors de pouvoir aider la santé de notre population. De notre population. D'accord. Merci beaucoup à vous, heureuse d'annoncer. Merci à Siomgava, monsieur. Merci, monsieur Adamou. C'est tout un plaisir pour Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'ANAPRAMAB. Avec vous, nous avons parlé donc des recherches de la phytothérapie. Parlons dans le traitement de la drépanocytose. Alors, nous allons continuer cette fois-ci avec une chef d'entreprise. Ce sera sur Autant Savoir. Avec elle, il sera question de parler de Community Business Manager. En tout cas, ce métier fait partie des profils qui sont en forte demande sur le marché de l'emploi. Il s'agit du Community Business Manager. Alors, qu'est-ce que c'est en réalité? Qu'est-ce qu'il fait, celui-là, celui qui est un Community Business Manager? On va vous l'expliquer juste derrière ce reportage signé Rodrigue Babagbeto. Aider une entreprise à être présente et pertinente sur les réseaux sociaux, fédérer une communauté d'internautes autour d'un intérêt commun, ce sont là quelques tâches liées au Community Business Management. Un métier apparu avec l'évolution du numérique et qui connaît de plus en plus de férus. Nous avions déjà commencé avec l'art de la présentation. Nous sommes ici à une séance de formation sur le Community Business Development Manager. Dans nos formations de Community Business Manager, il y a l'art de la présentation web. Qu'est-ce qui fait la différence entre une grosse entreprise et une petite entreprise? Ce sont en réalité le design. Quand il vous présente le document, vous sentez qu'il y a une différence. On va vous apprendre à pouvoir architecturer vos pensées sur un document et aussi le choix des couleurs, une bonne présentation de votre document. Une autre chose aussi, poster sur Facebook, je vous assure, vous avez un très bon produit. Mais très souvent, quand on poste 1, 2, 3, c'est fini, on est à court d'idées. Donc par rapport à cela, c'est de là, il faut commencer par le storytelling. Le storytelling qui prend plusieurs formats pour pouvoir poster les images. À cela s'ajoute le Facebook Stratégie, le Business Visual Identity, le Domestic Business Graph Hacking et bien d'autres disciplines. En quelques jours de formation déjà, on se sent ici Community Business Manager bien aguerri et les résultats sont probants. Le premier gain de la formation, c'est de pouvoir sélectionner les outils qui sont efficaces selon la plateforme que vous utilisez. Ensuite, les réseaux sociaux, on a appris également comment gérer les bad buzz, comment gérer les dérapages. On a appris également comment gérer la stratégie sur Facebook. Ce que nous apprenons, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est de la pratique. Et quand nous avons quelques difficultés, nous discutons avec le coach, le professeur, qui personnellement nous donne des astuces. Quand je prends tous ceux qui inbox m'écrivent via les réseaux sociaux, c'est des gens que je connais pas. C'est vrai, ce que nous faisons via Facebook, via WhatsApp et autres, ça a de très grandes portées. Plus que même le simple contact que vous et moi nous avons aujourd'hui. La dynamique de transformation digitale s'accélère et le métier de community manager en est un symbole fort. Chacun peut devenir son propre community manager. J'arrive à faire ma propre affiche. Je peux faire un logo pour quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas pour moi-même.
Aujourd'hui, nous avons réellement, au-delà de ce que vous ne pensez, nous avions des personnes qui ont reçu des contrats de plus de 1 million de francs CFA. C'est un secteur porteur. Pour les étudiants, c'est quelque chose qui est recherché, que cela soit des menuisiers, que cela soit des commerçantes, que cela soit des peintres, que cela soit des coiffeuses, que cela soit des couturières. Ce n'est pas la connaissance réservée uniquement aux techniciens, aux professionnels dédiés ou bien aux génies. Non, c'est des connaissances adaptées à tout le monde. Un secteur pas moins enrichissant donc. La profession de community manager fait partie des 100 métiers d'avenir. Alors, on vient en plateau avec Elodie. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Babagbeto. Oui, il ne faudrait pas que je l'oublie de vous dire merci pour ce reportage. On revient en plateau avec Elodie Akotosode, c'est ça, CEO, Woman EdTech. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de nous revenir sur le plateau de Autant Savoir. C'est un plaisir. Bonsoir, Agnat Bello, Onifale, il faut que je l'ajoute, c'est ça. Comment allez-vous? Assem Gaba, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous, c'est un plaisir de vous retrouver. Il est question de parler aujourd'hui de Community Business Manager, c'est un profil en forte demande, vrai ou faux? Je vous laisse le plateau. Alors, hier, on parlait des nouveaux métiers du numérique au service des entrepreneurs, au service des entreprises. Le Community Business Management en fait partie. Okay. Et comme vous l'avez dit, il est d'ailleurs en plein essor ici au Bénin. On a de plus en plus de personnes qui sont intéressées, portées vers ce métier-là. Mais déjà, on revient sur les définitions de base. Madame Elodie Akotosode, comment vous définirez le Community Business Management? Le Community Business Management, en fait, c'est toute action qui vise à promouvoir une entreprise, un acteur, une entité ou une organisation. Et en définitive, c'est toute action qui vise à donner une présence aux entreprises sur les réseaux sociaux et sur Internet. D'accord. Est-ce que tout le monde peut l'exercer, ce métier? Ou est-ce qu'il faut des atouts particuliers? Tout le monde peut exercer ce métier. Bon, c'est un métier qui est né suite au grand public, l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, et aussi à la gestion des commentaires, des bad buzz des entreprises, des organisations, parce qu'il y a des entreprises qui ont des clients et qui viennent poster des commentaires qui ne sont pas peut-être satisfaits des services de l'entreprise, comment y répondre sans les frustrer et toujours garder ces clients-là. Donc aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut faire ce métier? Bon, je ne dirais pas tout le monde. Mais quand il y a la volonté, vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut les bases pour le faire. Pour vous, ces bases, c'est quoi? Ces bases, déjà, c'est de s'intéresser à la chose et d'avoir Internet, de s'inscrire dans un cours ou bien pour une formation en community management. Et c'est un peu cela. Et puis, voilà. Donc, vous n'êtes pas pour la formation sur le tas. Pour vous, avant de devenir community management, même si c'est une session de 3 mois ou de 8 mois, il faut quand même suivre une formation et recevoir les bases. Pas forcément. On peut les premiers community managers n'ont pas fait de formation. Non, pas du tout. Internet, aujourd'hui, ça nous aide beaucoup à nous former. Google, c'est fait pour beaucoup de gens. Et puis, je connais beaucoup d'amis d'ailleurs qui sont experts en community management aujourd'hui, qui ont appris par Internet. Au départ, il n'y avait pas de formation préalable ou bien définie dans ce domaine-là. C'est Internet, c'est grâce à Google, ils ont tout appris sur ce domaine. Donc, quelqu'un qui s'y connaît, c'est-à-dire qui a Internet et qui a l'amour de faire des recherches sur Internet, peut facilement en fait se faire former. Il y a aujourd'hui presque beaucoup d'outils qui sont disponibles et accessibles sur Internet. Donc, ce n'est pas forcément de s'engager dans une formation professionnelle avant d'être un community manager. Mais il est important. Il est vraiment important aussi de s'inscrire dans une école qui forme dans ces domaines-là, parce qu'il y a forcément en fait des aptitudes et des compétences, un plus que ces personnes auront, et aussi avoir ce diplôme d'être certifié ou bien un community manager, ça vous donne de la crédibilité auprès des grandes organisations ou bien des entreprises qui sont un peu plus sérieuses en fait. Donc ça vous permet de vous distinguer des autres qui se sont peut-être fait former sur le tas. Exactement. Maintenant, combien de temps est-ce qu'on peut dire qu'on devient community management? En combien de temps, c'est un peu délicat, mais bon. Chez nous, en fait, on lance souvent une formation d'1 mois.
Mais ça va d'1 mois à 6 mois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Pour devenir community manager? Oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Si. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Ça inclut le design. Il y a des outils en ligne pour faire le design. Ça inclut la gestion, par exemple, des communications au sein d'une entreprise avec des outils comme Slack. Il y a comment gérer les bad buzz. Avant d'être un community manager, vous êtes un community manager, ok? Il faut savoir modérer vos réponses. Il faut savoir être patient, savoir gérer le stress parce que c'est de la communication. C'est exactement ça parce que celui-là ou bien celle-là est un ambassadeur en fait de l'entité ou bien de la marque qu'elle représente. Donc il va falloir que cette personne, elle porte sur elle en fait tout ce qui a trait à la marque de l'entreprise, les commentaires, les critiques. Puis que ça soit, elle doit pouvoir vraiment les gérer. Il faut savoir encaisser, donc. Il faut savoir encaisser. On a parlé de manager. Oui. Même si c'est community, c'est quand même manager. D'abord, donc un manager, c'est beaucoup d'atouts, beaucoup d'outils qu'il faut mettre. Donc, à part ça aussi, il y a encore plein d'autres outils. Mais avant qu'on ne parle des outils, est-ce que la durée ne dépend pas déjà des prérequis? Si on prend un spécialiste de la communication qui veut avoir un diplôme en community management, peut-être que le délai qu'il prendra pour pouvoir vite apprendre, ce ne sera pas le même que quelqu'un, je ne sais pas, qui est par exemple agronome de formation et qui veut se faire former en community management. Exactement, c'est pourquoi je disais au départ que c'est un peu délicat. Ça dépend de l'aptitude de la personne à apprendre, des connaissances que la personne a déjà avant de s'engager dans ce parcours-là. Donc, ce que je disais, c'est déjà d'1 mois à 6 mois, parce qu'on pourrait prendre des personnes qui n'ont aucune notion et qui ont un peu du mal à vite saisir les choses. Et quand on parle du Community Business Manager, ce n'est pas un truc d'1 mois à 6 mois, comme on est en train de le dire. C'est au jour le jour, parce que les mises à jour se feront au jour le jour. Tant que la révolution numérique continue en fait, que le numérique continue d'évoluer, en fait. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et la veille technologique et tout, la veille sectorielle et tout, il faut voir c'est quoi il faut voir, étudier le marché, la concurrence, prévenir les risques, toutes ces choses-là. Donc, également aussi, il y a des outils pour automatiser les actions, pour faciliter la vie aux community managers. Donc, tant que Justement, quand vous parlez d'automatisation, pour d'autres experts en community management, ce n'est pas conseiller les bouts parce que les réponses sont personnalisées. Quand c'est personnalisé, mieux c'est. Si. Quand c'est un robot, la réaction ne peut jamais être la même. Non, je ne parle pas forcément d'un robot. Parce que, en fait, si je prends juste la gestion de contenu, la personne a déjà son contenu en place et avec un outil, programme, que demain, le contenu doit passer, être publié à midi et après demain, ça doit être publié à 9h. Il ne faut pas qu'il soit toujours là et dire, bon, c'est moi, je clique, je fais le clic et que ça part. Non, mais la personne peut programmer et quand bien même il n'est pas là, elle n'est pas là, ça peut passer aux heures prévues et qu'il avait prévues. Donc, je parlais en fait de ces outils-là. D'accord. Donc, pour vous, l'apport du Community Business Management à l'entreprise n'est plus à démontrer. Quel est cet apport si on doit le mesurer quantitativement et qualitativement? Si on doit le mesurer, moi, avant de répondre, je vais dire en fait, aujourd'hui, les entreprises doivent prendre conscience de cela. Il y a des entreprises, je prends juste un exemple, un entrepreneur qui va dans des réunions, des rencontres avec des partenaires et tout. Elle ne peut pas, l'entrepreneur, ne peut pas être à la fois sur son ordinateur, sur son téléphone, à répondre aux commentaires et tout. Donc, les entrepreneurs aujourd'hui comprennent, les entreprises aujourd'hui comprennent l'importance d'être présents sur ces réseaux sociaux, d'être vraiment présent, pas créer genre une page et rester là, disparaître et revenir, non, mais être vraiment constamment présent. Donc, ce qui fait appel à ces compétences-là. Donc, il faut que les entreprises comprennent aujourd'hui qu'ils ont besoin de ça et que la population aujourd'hui aussi comprenne qu'il faut qu'elle se fasse former dans ce domaine-là. Pour saisir ces opportunités. Pour saisir ces opportunités. Parce que moi, je comprends bien ce que vous dites. En réalité, je ne sais pas si je le comprends exactement, mais pour les entrepreneurs,
parce qu'eux, ils appartiennent à un monde un monde du profit. Time is money, man, vous comprenez. Ouais. Donc pour eux, le temps, c'est de l'argent. Il ne faut pas aller perdre ça sur les réseaux sociaux et tout le reste. Alors que c'est important d'être en même temps sur les réseaux sociaux. Et pour cela, il faut faire appel à... cette importance-là les amène donc à faire appel à d'autres. Et c'est comme ça, en fait, les métiers se créent, ainsi de suite, dans le numérique. Ils payent, en fait, leur présence sur les réseaux sociaux. Oui, mais déjà, je pense que pour une entreprise naissante, toutes les entreprises naissantes n'ont peut-être pas les moyens de pouvoir engager un community management, mais est-ce qu'un chef d'entreprise peut aussi se faire former pour qu'en attendant, il ne puisse passer la main à quelqu'un d'autre? Vous pensez qu'il n'aura pas le détachement nécessaire pour pouvoir le faire? Pour un début, une entreprise qui n'a pas vraiment les moyens de s'engager dans cela peut se faire former. Et on a même des entrepreneurs qui se font faire former aujourd'hui et qui sont en train de dire, bon, ils vont passer la main à la suite à leurs collaborateurs. Parce que vous êtes obligé de le faire, même quand vous maîtrisez. C'est ça. Mais il est important aussi que les entrepreneurs aient connaissance de ces outils-là, même si vous n'êtes pas expert, vous n'êtes pas là tout le temps, mais d'avoir une petite connaissance dans ce domaine-là, c'est très important. Ça vous permet de pouvoir discuter avec le community que vous aurez exactement, et de pouvoir superviser en fait ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des expertises, des certifications en matière de community management? S'il y a des certifications en matière de community management, on a Google qui certifie, on a beaucoup d'autres organisations qui certifient également. Mais ce que je peux dire là tout de suite, c'est Google en fait. Ok, c'est Google qui donc, certifie. Il y a des, quelles sont les conditions pour... Les conditions, on a des plateformes. Oui, ça se fait en ligne. Et aussi, il y a aussi d'autres organisations, d'autres entreprises ici au Bénin qui le font. Qui sous-traitent avec Google? Pas forcément avec Google. Mais en tant qu'entreprise qui a les droits, ce qu'il faut pour donner une certification dans le domaine. Ouais. Okay. Donc j'aimerais bien ajouter quelque chose. Oui, il faudrait, les community managers, en fait, ou bien quelqu'un qui aspire à être un community manager, doit aussi savoir viser, c'est-à-dire avoir une vision, en fait. Si je prends le cas de notre cher ami Mamadou, qui est le héros de la toile actuellement, il n'avait pas un profil Facebook. Il n'avait jamais eu un profil Facebook. Mais quelqu'un a su voir là où le monsieur est en train de partir et lui a créé une page Facebook. Aujourd'hui, il est à 150 000 j'aime, like de fans aujourd'hui. Et à chaque fois, quand il y a un reportage sur le monsieur, ils vont prendre les images, les vidéos et publier en temps réel. Et les commentaires sont là. Et il y a quelqu'un qui est là, présent, et qui répond à tous ces commentaires-là. Et c'est vraiment du business derrière ça. Donc, quelqu'un a su voir cela. Une opportunité. Une opportunité. Donc, c'est un peu ça. Donc, un community manager doit saisir les opportunités, voir ce qui se passe. Dans la vision de l'entreprise, de la marque qui est chère en réalité. D'accord. Oh, c'est intéressant. Ouais. On n'a plus le temps. En tout cas, vous avez un futur community manager. Hein, non, c'est sûr. Former. Je viendrai tout à l'heure vers vous pour la formation. Il n'y a pas de souci, un plaisir. Assouline Daba, je sais que c'est terminé, mais on n'a pas parlé des difficultés. Aucun métier n'existe sans difficulté. On va la réavoir une autre fois. On va la voir. D'accord. Déjà, c'est de savoir gérer le stress. Ça, c'est vrai. On va revenir à ça parce que la télé, c'est une question de temps aussi. Si. La chaîne d'édition fait de gros. Merci beaucoup. Oui, là, Gloria ne sera pas du tout contente de nous sur le plateau. On va passer à autre chose, oui. Comme on parle de community management, pourquoi pas ne pas aller sur la toile pour voir en réalité ce qui se passe parlant d'actualité dans le monde et au Bénin. C'est l'ActuWeb. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La crise migratoire est au cœur de la rencontre Merkel-Macron à Berlin. À moins de 10 jours du Conseil européen, cette rencontre entre les deux chefs d'État devrait être consacrée à l'élaboration d'une feuille de route franco-allemande sur la réforme de zone euro. L'accent sera surtout mis sur la crise migratoire qui secoue l'Europe. Le dossier est sensible, surtout pour Angela Merkel. La chancelière allemande est pressée de trouver une solution européenne si elle veut éviter une crise majeure dans son pays. Mais l'Union européenne reste divisée sur la question. En attendant,
La France comme l'Allemagne vont appeler à un renforcement de l'Agence européenne des gardes frontières. L'information est à lire sur le site de RFI. Et parlant de migration, des enfants sont séparés de leurs parents migrants et la polémique enfle aux États-Unis. Le président américain participe ce mardi à une table ronde. Donald Trump souhaite que le Congrès vote au plus vite une loi qui prévoit la construction d'un mur à la frontière et d'autres mesures qui vont restreindre l'accès au territoire américain. C'est depuis la mise en place en avril dernier de la politique tolérance zéro que les familles sont séparées. Et Donald Trump a su que c'est le résultat d'une loi votée par les démocrates. Selon les autorités américaines, aucun enfant n'est maltraité dans les centres d'accueil. Intéressons-nous maintenant à la lecture. D'après une enquête réalisée par 20 minutes, malgré les écrans, les jeunes aiment toujours lire. Si le livre papier n'est pas détrôné, les jeunes de 15 à 25 ans plébiscitent aussi d'autres façons de lire. 35% des jeunes adultes lisent des livres numériques et 13% écoutent des livres audio. Avis donc aux pessimistes qui pensent que les jeunes ne lisent plus. Ils ont aujourd'hui la chance de le faire de plusieurs manières. Et face à cette demande, les éditeurs ont largement numérisé leur catalogue. Quant aux livres audio, l'offre est en pleine progression. Les bibliothèques municipales ont aussi développé leurs offres dans ces deux domaines, des pratiques qui encouragent donc la curiosité littéraire. Coupe du monde Russie 2018, la compétition ouvre les appétits des supporters du monde entier. Le voyage, les tickets pour le stade, mais même à la maison devant son téléviseur, un supporter n'est rien sans ravitaillement en boissons et nourriture. Par exemple, les Mexicains, quand ils se réunissent pour voir les matchs, boivent surtout la bière et ne mangent pas vraiment. En Suisse, ça peut être du pâté de sanglier d'un copain chasseur. En Belgique, pas un match sans frites avec mayonnaise et une fricadelle spéciale. Mais en Corée du Sud, la réponse sera courte. C'est poulet frit et bière, une vraie nourriture de soir de match en Corée. Et ce sera tout pour cette revue du web. À bientôt. Allez, merci beaucoup à vous, Amandine Aniabossou, mais vous n'avez pas dit exactement ce que l'on mange ici quand il s'agit des soirées de match. Ici, bon, c'est quelques bouteilles de bière et puis, bon, avec du tchachanga. Vous connaissez ça, le tchachanga, avec du pain quoi, à côté, surtout quand il faut aller chez Maître Chang. De l'autre côté, derrière la clôture de l'ERTB. C'est comme ça que ça se passe, les soirées de foot également au Bénin.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Les personnes du troisième âge ne sont pas des enfants, mais elles sont autant vulnérables, incapables de se défendre ou de réagir face à la maltraitance. Quelles sont les conditions de vie au Bénin? C'est à suivre dans ce journal. À suivre également dans ce journal les avis de quelques participants à la deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et d'éthique. C'est au sujet de la réduction des évacuations sanitaires aux moyens d'éthique. Et puis, une exposition est actuellement en cours au Centre culturel chinois. Elle traduit les relations amicales qui lient le Bénin à la Chine. C'est dans le cadre d'un nouvel essai d'échange culturel. Ce sont des personnes vulnérables, incapables de se défendre, mais qui subissent quotidiennement différentes formes de maltraitance. À l'occasion de la 11e journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées célébrée vendredi dernier, la rédaction s'est intéressée aux conditions de vie des personnes du troisième âge. C'est un reportage signé Anthony Alaka et Ulvaeus Balogun. Elles sont souvent délaissées, confrontées à l'isolement, considérées à tort ou à raison comme une charge supplémentaire. Les personnes du troisième âge, victimes silencieuses d'un phénomène qui n'est certes pas nouveau, mais qui reste un sujet presque méconnu, la maltraitance. Il y a la maltraitance physique, et ça c'est des coups et blessures, c'est vrai que ce n'est pas les plus fréquents. Nous avons la maltraitance psychique et psychologique, sous forme de violence verbale. Il y a de la maltraitance financière où il y a de la spoliation. Vous voyez, les enfants sont prêts à récupérer un héritage chez leur père, même avant son décès. Qu'elle soit donc physique, morale ou psychologique, cette maltraitance est de plus en plus combattue par des organismes spécifiques. C'est le cas de ce centre d'accueil et de prise en charge des personnes âgées dépendantes. Plus qu'une aide matérielle, ce centre offre aux personnes du troisième âge une présence rassurante. Ici, je me sens bien. Au-delà, l'État fait également des efforts pour accompagner les organismes de la société civile en assurant aux personnes âgées une vieillesse paisible. Cela passe par la politique nationale élaborée en faveur des personnes âgées. Et on a fait des plaidoyers pour que, vraiment, dans notre contexte béninois, qu'on puisse dire que nous ne maltraitons pas nos vieux, que les personnes âgées de chez nous sont bien des ressources et non des charges. Et en dehors de ça, c'est les instances d'épanouissement que nous continuons de développer et de promouvoir pour permettre aux personnes âgées d'être vraiment plus heureuses. La politique a 3 axes stratégiques. Un axe qui concerne le plaidoyer au niveau national pour faire comprendre la nécessité de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes âgées. Le second axe porte sur les dispositions de protection sociale. Le troisième axe concerne surtout la prise en charge sanitaire des personnes âgées dans cette politique-là. C'est déjà bien cette volonté politique de penser à mettre en place des outils pour quand même commencer à accompagner les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, on ne conjugue pas le verbe au futur, tout se conjugue au présent. Selon les données statistiques, il existe au Bénin environ 670 500 personnes âgées. Des personnes qui ont le droit de vivre dans la dignité, en sécurité et sans aucune forme d'abus, d'après le plan d'action international de Madrid sur le vieillissement. Il y a quelques mois, le président Patrice Talon exprimait son indignation par rapport aux conditions d'évacuation sanitaire. Une évacuation à un coût excessif et réservée aux nantis. Aujourd'hui, les idées sont tournées vers la réduction des évacuations sanitaires grâce à la cybersanté. La question a été abordée à la deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et d'éthique sur la sécurité des soins en Afrique. Quelques participants se prononcent au micro de Rodrigue Blondoumé et Rodrigue Babaguito. Les pays d'Afrique évacuent beaucoup de malades sur l'Europe. Ça coûte cher, c'est difficile pour les malades, c'est onéreux pour nos budgets. Que faut-il faire?
les évacuations ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Notre médecine n'a pas atteint un niveau où nous dirons que nous pouvons tout faire. Mais il faut s'organiser pour que les évacuations soient pertinentes, qu'il y ait équité, qu'on évacue aussi bien le ministre, le haut fonctionnaire, que le paysan du village qui souffre d'une affection qui ne peut pas être traitée ici. Les nouvelles modalités d'évacuation sanitaire au Bénin sont une bonne chose. On n'évacue plus à gauche et à droite dans tous les hôpitaux d'Europe. On évacue vers une structure précise qui place les malades d'abord dans des hôtels en attendant de le mettre à l'hôpital. Parce que, vous le savez, en France, l'hôpital, c'est un prix de journée. On dit que ça coûte 2 millions par jour. Vous passez une nuit, là, c'est 2 millions, même si on ne vous a pris que l'attention. Mais le jour où on vous opère et que ça doit coûter 10 millions, ça sera toujours 2 millions. Il n'y a que le e-santé, dans les évacuations sanitaires, va faire en sorte que les dossiers des patients qu'on veut évacuer puissent être étudiés suffisamment avec les structures d'accueil qui vont décider de prendre ou de ne pas prendre le patient, voire évaluer les possibilités thérapeutiques pour le patient par rapport à sa pathologie avant de décider de prendre. Alors, vous imaginez bien que ce n'est pas tous les patients qui prendront, parce qu'il y en a dont les cas ne seront pas, ne pourront pas être abordés dans ce centre. L'eau minérale naturelle est une appellation qui désigne une catégorie d'eau conditionnée. Elle est définie par un certain nombre de caractéristiques selon les réglementations en vigueur. On en retrouve de plusieurs qualités et sous diverses formes dans nos marchés. Mais répondent-elles aux normes de qualité requises? Élément de réponse dans ce reportage de Heureuse Danoné. Elle coûte cher, 200 à 300 fois plus cher que de boire l'eau du robinet. Et pourtant, sa consommation n'est plus un luxe au Bénin. La production et la vente des eaux minérales conditionnées, dites eau en bouteille, font partie des activités les plus rentables en vogue sur les différents marchés. Chez ce commerçant, on peut en dénombrer une dizaine de marques. Je préfère apprendre tous les eaux pour avoir tout, en cache tous les échantillons, puisque les clients ne viennent pas marquer. Une multitude de marques d'eau conditionnée qui favorisent le large choix et la préférence chez le consommateur. Au moins, minimum, je vends 20 paquets par jour. Au minimum, 20 paquets. Si il y a le marché, donc au moins 30, 40 par jour. En faveur de leurs vertus diverses, les eaux minérales conditionnées sont aujourd'hui des produits de consommation de masse. Chez le commerçant, elles sont exposées à la lumière, à la chaleur, au soleil. Toutes choses non conformes aux directives du décret officiel des eaux minérales. Mais le commerçant détaillant a ses raisons. Ça là, c'est une exposition seulement. Donc après, s'ils demandent, je sors du magasin pour les aider. Donc je prends un peu, au plus 20, 50, pour libérer dans la semaine. Et la semaine prochaine, je reprends encore. Parce que j'ai peur pour la date de expiration. Le client même n'aime pas que ça reste sur le soleil. Tout à l'heure, comme vous ne venez pas, tout à l'heure maintenant, je vais sortir les parasols là pour installer ça tout à l'heure. Non seulement les conditions de conservation des eaux minérales conditionnées posent problème, mais la publicité massive joue aussi sur le naturel, la qualité du liquide. Un produit médicinal autrefois à usage limité, sur avis et sous surveillance médicale, mais aujourd'hui accessible à tous. Et puis, le Bénin et la Chine entretiennent depuis une relation pacifique et amicale. Il y a quelques semaines, au Centre culturel chinois, on assistait à une synthétique des œuvres de la cité interdite de la Chine. Dans le cadre d'un nouvel essai d'échange culturel, une nouvelle semaine d'exposition est en cours. Marcel Arrossi pour Le Point. Semaine culturelle au Centre culturel chinois. Des œuvres créatives en exposition. Ce sont des œuvres composées d'articles ménagers et de projets d'expériences culturelles créés ces dernières années et provenant de plus de 30 musées, galeries d'art, bibliothèques et institutions créatives de la Chine. L'exposition à travers 5 sous-thèmes, le code des caractères chinois, la légende du kung-fu,
la vie merveilleuse, les souvenirs de fêtes et la Chine numérique révèlent au public les résultats des nouvelles réalisations culturelles et des innovations technologiques. Tout ceci en souvenir de la route de la soie, un réseau ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. Cette route était un faisceau de pistes par lesquelles transitaient de nombreuses marchandises. La route doit son nom à la marchandise la plus chère qui y transitait, la soie, dont les Chinois ont pendant longtemps été les seuls à détenir le secret de fabrication. Les plus anciennes traces connues de la route de la soie remontent à 2000 ans au moins avant notre ère. Ces œuvres incarnent le concept de développement culturel prôné par les Chinois et témoignent d'une vie merveilleuse, aspiration commune de l'humanité. Après Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies, Monique Barbutt, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ont tiré la sonnette d'alarme sur l'importance de la lutte contre la désertification. Selon eux, plus de 3,2 milliards de personnes, soit 2 personnes sur 5, sont touchées par la dégradation des sols. La conséquence immédiate serait l'accroissement de l'immigration dans certains pays. Adopter une planification plus efficace de l'utilisation des terres et créer des mécanismes appropriés pour investir dans la restauration des terres serait une solution adéquate. Pénurie de médicaments en Tunisie. Au total, plus de 200 produits sont en rupture de stock ou en quantité réduite au niveau de la pharmacie centrale. Et pourtant, dans sa dernière déclaration via l'agence Afrique Presse, le PDG de la pharmacie centrale tunisienne, Aymen Meki, avait affiché un étonnement face aux cris de détresse des médecins tunisiens et a rassuré l'opinion publique sur la situation. Une situation qui, pour rappel, dure depuis 8 mois. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt. Ah oui, un journal qu'on a suivi avec beaucoup de plaisir. Estelle Pazou, merci pour sa présentation. On va vous retrouver, mesdames et messieurs, dans un instant avec l'expert, avec elle sera question, bien sûr, de parler de confiance en soi et surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. C'est l'expert sur le grand rendez-vous. Alors, il est question aujourd'hui de parler de femmes et entrepreneuriat et surtout une question cruciale concernant la confiance en soi. Alors, quel rôle joue la confiance dans le milieu entrepreneurial? Est-ce à dire que les femmes manquent de confiance en elles quand elles sont dans l'entrepreneuriat? Toutes ces questions, nous allons essayer de les répondre avec l'aide de Azimat Adiassa, qui est CEO, c'est-à-dire chef d'entreprise, c'est-à-dire chef exécutif officer. C'est ça, hein? C'est comme ça? Oui, je préfère fondatrice. Fondatrice de Sono Startup. Exactement. Ah bon, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve sur ce plateau en tant que femme entrepreneur et pour parler, bien sûr, de ce domaine et surtout de la confiance en soi, parce que c'est une formation que vous donnez aux femmes en la matière. Et pourquoi avoir choisi de former les femmes au Bénin en confiance en soi? Ça dit qu'elles manquent de confiance en elles. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour à tous. En effet, les femmes aujourd'hui, que ce soit au Bénin ou un peu partout en Afrique, il y a une potentialité de développement d'entreprises par les femmes qui n'est pas exploitée à sa juste valeur. Et pourquoi? Sûrement parce qu'il y a un manque de confiance en soi qui est lié au poids de la tradition, qui est lié à la marginalisation, qui est lié aussi simplement à l'environnement dans lequel nous évoluons. Et c'est en cela que l'association dont je suis initiatrice a développer ce concept de meet-up au Bénin, dont le premier thème serait la confiance en soi pour entreprendre en tant que femme. En tant que femme. Oui. Alors, quand on parle de confiance en soi ou quand on parle de femmes entrepreneurs, les gens pensent que, bon, c'est qu'il faut avoir forcément une entreprise, vous avez votre bureau, vous êtes derrière et que vous dirigez les gens.
est-ce que la dame qui vend à Taco TV au bord de la voie, ce n'est déjà pas une façon d'entreprendre, de créer son entreprise? Je peux vous assurer que c'est cette forme d'entrepreneur aujourd'hui que nous voulons révéler, que nous voulons promouvoir, parce que cette dame qui vend du Taco TV, comme vous l'avez dit, elle arrive à envoyer son enfant étudier à l'étranger. Donc cette dame, bien sûr qu'elle est entrepreneur. Et il faut dépasser les choses. Il faut justement remettre à sa juste valeur ces femmes qui se débrouillent, qui se lèvent à 5 heures du matin pour tirer des pousse-pousse et aller chercher de quoi manger. J'aime une citation qui dit que quand la femme gagne de l'argent, elle l'investit dans la famille. Cette citation, c'est un message fort de la part d'un grand monsieur. Je ne vais pas répondre à cette question ici, mais je le répète, la femme qui gagne de l'argent, elle l'investit dans la famille. Et nous n'avons pas besoin de cette image de l'entrepreneur qui se lève pour aller dans un bureau pour qualifier une personne d'entrepreneuriat. À mon humble avis, c'est l'impact. Quel est ton impact à travers ton petit business que tu fais? Et ces femmes, ce sont celles-là qui contribuent à hauteur de 70% du produit intérieur brut pour le Bénin et dans la sous-région ouest africaine. Ce sont ces femmes que, à mon avis, méritent d'être mises en avant, mérite d'être soutenu, mérite d'être accompagné par de petites formations pour mettre en avant les femmes qui ont osé. Et c'est en cela que la constitution du panel relativement à la confiance en soi s'est constituée de femmes de profils différents qui ont évolué à leur manière, mais qui, après tout, avaient confiance en elles. Et ça dit que ce sont des femmes qui ont déjà fait... qu'il y a un parcours en matière d'entrepreneuriat. Donc on aura une femme, par exemple, qui vend à Taco TV pour bord de la voie, qui viendra entretenir les gens sur le monde de l'entrepreneuriat, c'est ça? D'autres également qui sont dans leur bureau et qui ont également des bureaux qui ont des services. C'est vraiment un mélange de profils qui ont vraiment quelque chose à partager en termes d'expérience basée sur la confiance en soi et qui a fait qu'elles sont parties de zéro. Il y a une, par exemple, qui a déjà plus de 7 années d'expérience en France parce qu'elle a étudié là-bas, elle a entamé le monde professionnel depuis la France. À un moment donné, elle dit « j'abandonne tout, je repars dans mon pays ». Cette dame, elle a commencé en tant que caissière dans une entreprise. Je peux vous dire que son ambition aujourd'hui, c'est de se retrouver ministre des Finances dans un avenir très proche. Je le dis encore une fois, c'est une confiance que cette dame, elle se place en elle-même parce qu'elle s'est dit, si j'ai pu revenir à zéro, j'ai commencé en tant que caissière, j'ai évolué, aujourd'hui j'occupe une place de responsabilité dans la banque dans laquelle je travaille et je vise le poste ministériel parce que je me dis qu'à l'ère de la rupture, je n'ai forcément pas besoin d'un bras long. Oui, comprenez avec moi. Ça c'est vrai que les femmes dans le milieu de l'emploi, ben, c'est un peu difficile sur le marché de l'emploi également, avec beaucoup de harcèlement, voilà, j'ai pu trouver le mot. Mais quand on parle de monde de l'entrepreneuriat, est lié bien sûr aux femmes, et quand on parle vraiment de la confiance en soi, est-ce que c'est pour celle qui veut démarrer ou bien celle qui est déjà en activité, qui a déjà son entreprise? Je pense que dans la vie, il y a des étapes. Oui. Et n'importe quelle étape aujourd'hui que vous voulez franchir, il faut déjà que vous ayez bâti une fondation. Cette fondation, pour moi, c'est la confiance en soi. Tant que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas bouger d'un seul pion. Vous allez rester sur place, vous allez faire sur place, vous allez avoir de grandes ambitions, mais le manque de confiance en vous va faire que vous allez faire du statu quo. On vous retrouvera toujours à la même position, avec les mêmes craintes qui n'existent pas, qui sont inouïes. C'est pour ça, c'est un appel. Nous, on ne va pas donner confiance aux femmes. On va juste les rappeler que vous avez besoin d'avoir confiance en vous et développer votre créativité. Montrer au monde
votre potentialité d'entrepreneur. Parce qu'il y en a, il y a ces femmes qui se disent, bon, je travaille déjà quelque part, j'ai déjà mon salaire, si je quitte, il y a si pauvre que là-bas ça va marcher. C'est pour ces femmes-là que vous... c'est à ces femmes-là que vous pensez, surtout? Oui, le public est tout aussi varié. Oui. Il y a des femmes, j'en ai rencontré, qui m'ont dit, écoute, Azimat, ça fait 5 ans, je voulais quitter mon boulot, mais je n'ai pas pu. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, viens, le 29 juin, à Ilewa Hotel. C'est gratuit. C'est gratuit, en fait? C'est gratuit. Ah, d'accord. Ben, si c'est gratuit, que les femmes y aillent, qu'elles participent en réalité à cela, et pour qu'on ait davantage des CEO comme vous, les fondatrices, qui créent leurs entreprises et puis voilà, qui évoluent et qui participent vraiment à l'économie du pays. Effectivement, oui. Le leadership ne se limite pas uniquement à l'entrepreneuriat. Très bien. Mon initiative, c'est une initiative en termes de leadership qui a vocation à accompagner, à promouvoir des femmes qui veulent faire pareil ou qui veulent devenir entrepreneurs. Donc l'idée, ce n'est pas de limiter les choses au niveau entrepreneurial. Il y a tellement d'initiatives à impact positif, d'initiatives inclusives dans le pays qui sont généralement portées par des femmes, mais qui, par manque de confiance en soi, elles le gardent. Ça se limite dans les murs de leur chambre. C'est ce que nous voudrions corriger. Et je le ferai pas seule. Je me fais accompagner par des personnes qui ont vraiment quelque chose à partager en termes de confiance en soi, en termes de quitter un niveau tout à fait très bas et monter en compétences. C'est important. Et si elles ont pu arriver, c'est que ces femmes aujourd'hui qui ont encore des doutes, qui ont peur de se révéler, peuvent aussi arriver. Parce que si on ne met pas en avant ce que les Anglais appellent les rôles modèles, c'est difficile d'assurer la suite. Parce que nous, on est en train de partir. On est 7 jeunes, mais il faut savoir qu'il faut laisser quelque chose derrière. Il faut laisser un héritage. Cet héritage, c'est dans la promotion des rôles modèles, des personnes qui l'ont fait, qui continuent de le faire, que nous pouvons encore garantir la pérennité de tous ces efforts. De tous ces efforts. En tout cas, j'ai gardé quelque chose de très important dans vos propos. Vous avez dit que la confiance en soi, c'est la fondation même du départ. Cette fondation-là, aujourd'hui, vous pensez véritablement la mettre en place, c'est vrai, mais pour quelle vision? Quelle est la vision qui accompagne cet objectif-là? Merci pour la question. La série de Meetup, elle est à long terme. Nous partons de la confiance en soi, comme je l'ai dit, c'est la base, c'est la fondation. Un prochain méthode va traiter de comment identifier les besoins. Si vous voulez entreprendre, est-ce qu'il faut juste venir au Bénin, juste exporter un concept qui marche ailleurs? Non. Quels sont les besoins locaux? Est-ce que ce qui marche ailleurs va forcément marcher ici? Comment adapter quelque chose qui marche ailleurs à notre concept local? Donc, c'est vraiment une série, si vous suivez avec moi, quand on a travaillé sur la confiance en soi, on vous dit comment identifier des besoins. Ensuite, on revient avec des thématiques qui sont en vogue, des thématiques qui ont de l'avenir, comme le e-commerce, le e-santé, comment intégrer les technologies de l'information et de la communication à l'agriculture, par exemple, et par les femmes. Donc, ce sera une continuité. Alors, mais et pourquoi les femmes, typiquement, est-ce à dire que les femmes manquent plus de confiance que les hommes, c'est ça? Vous avez fait en sorte que les femmes puissent manquer plus de confiance en elles, en général. Bon, c'est pourquoi nous nous focalisons principalement sur les femmes. Nous ne sommes pas encore à la limite de faire quelque chose en termes de mixité. Il y a encore de travail à faire. Il y a encore des talents féminins à révéler en termes d'entrepreneurs. Est-ce que ce sont les hommes ou tout simplement les femmes se sont mises derrière? Écoutez, non, les femmes ne se mettent jamais derrière. La nature a horreur du vide. Hein. Quand vous laissez votre place, d'autres vont l'occuper. Il n'y a rien à dire. Non, la femme n'a jamais laissé sa place. Ah, d'accord. C'est la place que la société donne à la femme. J'ai parlé du poids de la tradition, d'un contexte que je ne vais pas débattre sur ce plateau. Oui. Mais ce que je voudrais que nous retenons ici, c'est qu'aucune femme aujourd'hui ne se cache sans qu'il y ait un poids, sans qu'il y ait
une contrainte qui l'oblige à se mettre de côté, à se cacher. Alors, c'est une manière, en fait, de les amener à faire fi vraiment de ces contraintes-là, à se débarrasser vraiment de ces poids pour pouvoir évoluer en réalité. Exactement. À l'ère du numérique, à l'ère où l'information traverse la frontière, à l'ère où le self-promoting, le self-branding est favorisé par les réseaux sociaux, je pense que si nous ne pouvons pas changer les choses maintenant, on ne les changerait jamais. Donc, une raison de plus pour que mes sœurs, quelles qu'elles soient, parce que pour moi, le leadership n'a pas d'âge. Vous avez 18 ans, vous avez 20 ans, 35, 45, venez, discutons, échangeons ensemble. C'est un panel de femmes, les gens qui, comme vous, ont traversé certains obstacles pour parvenir à ce niveau où elles sont et qui continuent de travailler pour les gens à qui vous pouvez vous identifier facilement, viendront partager leur expérience. Vous aurez l'opportunité de poser des questions directement à ces personnes et qui vont vraiment briser certaines barrières en vous et qui vont vous permettre d'abord de vous découvrir par vous-même et vous révéler maintenant au monde. Au monde. Oui. Alors, merci beaucoup à vous. Quand on parle également de confiance en soi, je pense que la femme qui est épaulée également par son homme aussi, ça marche beaucoup plus. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens, toujours pour parler de la confiance en soi et pour accompagner la femme à l'entrepreneuriat? Je pense que vous l'avez dit, hein, quand on fait à plusieurs, ça marche toujours mieux et ça dure dans le temps. Quand tu te retrouves seul, on commence encore par briser des briques qu'on a travaillées pour bâtir. Donc c'est toujours de bon augure de nous voir, nos femmes, soutenir par nos maris, nos conjoints. Et on arrive vraiment à atteindre nos objectifs plus rapidement et on reste surtout dans le temps. Parce qu'il ne sert à rien de faire des choses juste pendant un temps limité et qu'il n'y a pas une pérennité. Voilà. C'est aussi ça. Donc, si nous avons le support des hommes, nous faisons encore mieux. Ça nous permet aussi d'avoir plus confiance en nous. Parce que quand je serai à mon poste, que je sois entrepreneur ou salarié, et je sais qu'à la maison, mon homme, mon mari, mon conjoint sera en train de prendre soin des enfants, je suis plus disposée à faire mon travail comme il le doit. Donc, oui, on ne rejette pas le support des hommes. On vous appelle plutôt à vous joindre à nous, à soutenir les femmes. N'oubliez pas surtout, une femme qui gagne de l'argent, elle l'investit dans la famille. C'est important. Merci beaucoup et bien conclu aussi également. Merci beaucoup à vous, à Dimat Adiassa. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Sono Startup. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau et pour tout ce que vous faites également pour les femmes. Et par les femmes aussi. Merci. Allez, à très bientôt. Ce sera tout en tout cas pour l'espère de ce jour. Le grand rendez-vous également pratiquement terminé. On va jeter juste un second coup de regard sur le tableau des prévisions météorologiques. Et voici pour vous la météo avant de partir.
Allez, c'est bon, on sort à présent de notre lieu du grand rendez-vous, tout en espérant, bien sûr, qu'on va s'y retrouver demain à 19h00 pour d'autres contenus. Oui, un très bon contenu, en tout cas, prévu pour vous. Merci beaucoup. À demain. Bonne soirée.